Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 5 juillet 2016. Hier, c'était le 4 juillet. C'était donc la fête nationale aux États-Unis. C'était une séance relativement calme après la forte volatilité qu'on a eue ces 2-3 dernières semaines. Donc hier, c'était une séance de pause, de prise de bénéfices après une semaine particulièrement haussière la semaine dernière. Et aujourd'hui, mardi, on assiste à des prises de bénéfices sur les actifs risqués, à une baisse des indices boursiers et puis à une certaine aversion pour le risque, à des prises de bénéfices, le tout avant un discours de Mark Carney, d'où le titre du jour. Mark Carney est attendu au tournant. À midi, il fera un discours. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, eh bien Mark Carney, bien évidemment, c'est le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Et donc, Mark Carney va nous donner des prévisions, des analyses par rapport au Brexit, et cela devrait, je pense, engendrer soit de l'appétit, soit de l'aversion au risque, de la volatilité sur le FTSE, sur les indices européens, ainsi que sur la livre, bien évidemment. Bienvenue à tous donc pour cette émission, et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir. On va voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, la semaine dernière, nous avons eu la plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre 2015 pour le SP500 avec 3,2% de hausse. Très forte hausse donc sur les indices américains qui ont retrouvé leur plus haut annuel, non loin de leur plus haut historique. Et c'est la raison pour laquelle, en ce début de semaine, nous assistons à des prises de bénéfices. Les opérateurs sont confiants, mais on va dire qu'ils sont confiants sur le moyen terme, mais prudents sur le court terme. On constate en effet que le pétrole consolide, que la livre est sous pression. On attend beaucoup des officiels européens et anglais au sujet du Brexit et de la suite éventuelle. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un peu d'indécision sur les marchés et c'est ce qui engendre ces prises de bénéfices. Le CAC 40 consolide de 2%, 2,5% ce début de semaine, après avoir gagné 9,5% la semaine passée, ne l'oublions pas, entre son plus bas à 3900 points et son plus haut à 4300 points. Donc il est légitime, étant donné qu'on avait atteint les 4300 points, une résistance de taille, et bien que les opérateurs prennent des bénéfices. La livre passe ce matin sous les 1,32 $ en amont du discours de Mark Carney ce midi. En effet, la dernière fois que Mark Carney s'était exprimé à la suite du Brexit, eh bien, il avait laissé entendre que des stimulus pourraient être mis en place cet été, comprenaient du soutien, c'est-à-dire potentiel quantitative easing, ou bien une baisse de taux en Angleterre. Or, si les taux sont baissés, eh bien évidemment, ça fera pression sur la livre. Donc, à midi, il faudra suivre ce discours de Mark Carney qui nous donnera un peu plus de visibilité. Et puis le pétrole, Brent, plafonne sous les 50 $ touchés jeudi dernier. Il perd 2 à 2,5% depuis ce seuil, un peu comme le CAC 40. On est passé de support majeur à des résistances majeures et on assiste à des prises de bénéfices. Les cours de l'argent, eux, gagnent 44,5% en 2016, bien mieux que l'or qui gagne 26,5%. La semaine dernière, en début de semaine, eh bien, les cours de l'argent commençaient déjà à décaler à la hausse. Et je vous avais expliqué qu'en 2011, notamment, on avait vu l'or gagner un peu plus de 30% alors que les cours de l'argent, eux, avaient doublé.
Or, dans une période un petit peu d'indécision, d'aversion au risque, eh bien, les opérateurs ont tendance à se porter à l'achat sur ces métaux, que sont l'or et l'argent. Ils s'y portent également à l'achat car nous avons des taux négatifs, du rendement négatif sur de très nombreuses obligations. D'après JP Morgan, il y a désormais plus de 11 000 milliards de dollars d'obligations qui ont un rendement négatif. Donc c'est ce qui fait que les métaux avec un rendement nul eh bien, sont particulièrement recherchés. Et quand on est comme cela dans une période particulièrement haussière pour les métaux, eh bien, il arrive que les cours de l'argent surperforment. Ça a été le cas, c'est le cas depuis le début de l'année, ça a été encore plus le cas ces 2 dernières semaines et ça pourrait être le cas à l'avenir. Donc pour ceux qui s'intéressent aux métaux, notez bien cette disparité entre l'or et l'argent. L'argent est beaucoup plus rapide à la hausse, mais attention également, en cas de consolidation, l'argent pourrait consolider aussi plus rapidement que l'or à la hauteur de sa hausse précédente. Côté actualité macroéconomique, selon le FMI, le PIB britannique perdrait entre 1,5 et 4,5% à l'horizon 2019. Les banques italiennes continuent de peser, moins 3,68% hier. Et un nouveau fonds de défaisance pourrait être mis en place pour pouvoir aider les banques italiennes, un fonds entre 3 et 5 milliards d'euros. Donc c'est la raison donc vous voyez toutes les statistiques, tous les facteurs dont je vous parle. On a le CAC 40 qui avait atteint une résistance qui consolide, on a la livre qui reste sous pression avant que Marc Carney parle, on a le pétrole qui consolide car il était sous des résistances, on a le FMI qui voit le PIB britannique baisser, on a les banques italiennes qui sont sous pression. Donc entre les bancaires, le pétrole et l'indécision politique, eh bien, vous avez les facteurs qui engendrent la baisse de ce début de semaine. C'est la 4e semaine d'augmentation des capacités de production aux USA avec l'ouverture de 11 puits en 7 jours. En effet, plus les prix remontent vers les 50-55 $, plus les États-Unis sont susceptibles d'augmenter de nouveau leur capacité de production. Et plus les États-Unis augmentent leur capacité de production, plus ils augmentent l'offre potentielle de pétrole sur le marché. Et cela fait donc une certaine pression sur les prix, d'autant que parallèlement à cela, la semaine dernière, nous en avions déjà discuté ensemble, le Canada et le Nigeria, qui avaient connu des arrêts momentanés de production, eh bien, reprennent leur production et vont donc augmenter l'offre sur le marché. En Angleterre, Nigel Farage, leader du parti UKIP, qu'il avait d'ailleurs créé lui-même en 1993, eh bien, il a annoncé sa démission de la présidence du parti. Johnson, le maire de Londres, qui était pro-Brexit, a annoncé qu'il ne serait pas candidat pour briguer le mandat de David Cameron. Nigel Farage a fait de même et donc les 2 principaux investigateurs du Brexit se sont retirés de la course pour prendre leurs responsabilités. Ça laisse un petit peu l'Angleterre dans l'indécision et donc on suivra ces épisodes-là dans les séances et les semaines à venir. Et puis toujours en Italie, plus bas historique pour Monte dei Paschi di Siena. C'est la plus vieille banque européenne et elle est actuellement à 0,329 centimes sur un plus bas historique, ce qui montre à quel point les banques italiennes sont empêtrées dans une situation historiquement grave. Côté entreprise, Peugeot reculait hier de 2,69%, souffrant de son exposition au marché anglais. Peugeot est le constructeur automobile européen le plus exposé au marché anglais. BNP Paribas prévoit de réaliser une plus-value de 565 millions d'euros avec la cession de ses parts dans Visa Europe. Orpea annonce l'acquisition du groupe espagnol Sanires dans les maisons de retraite. DBV Technologies nomme une nouvelle directrice médicale, Lucia Septienne. Et puis Eurazeo se désengage de Foncia en cédant ses parts à Partners Group.
Vous voyez que dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, on retrouve tout de même, et c'est une bonne nouvelle, BNP, en hausse ce matin de près de 1%. Et puis dans les baisses, on retrouve AXA, donc un assureur, Airbus, ArcelorMittal, les matériaux de base, et puis Peugeot, toujours, qui est sous pression, ainsi que Nokia, qui perd 2%. On est donc dans une séance plutôt d'aversion au risque et de prise de bénéfices. Côté statistiques passées, on a eu le PMI Caixin en Chine qui est ressorti à 52,7, donc mieux que les 52,3 attendus. On a eu le PMI de la construction en Angleterre à 46 au lieu des 50,6 attendus. Et c'est notamment à cause du Brexit. Donc c'est la première fois qu'on a le PMI de la construction qui est sous 50 depuis des années en Angleterre. Et puis on a eu les ventes au détail en Australie cette nuit qui sont ressorties inférieures aux attentes à 0,2% au lieu des 0,3% attendus. Ce jour, on aura donc à 10h30 le PMI des services en Angleterre, à 11h les ventes au détail en Europe, à midi le discours de Marc Carnet dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis à 16h les commandes industrielles. Aujourd'hui, on est mardi et vous aurez remarqué que demain, mercredi, on n'aura pas les stocks de pétrole. Étant donné que lundi était une journée fériée, eh bien, il y a certaines statistiques économiques qui ont été décalées d'une journée. Donc, les stocks de pétrole qui sont généralement publiés le mercredi seront publiés exceptionnellement ce jeudi. À 16h30, on aura les stocks de gaz et à 17h, on aura les stocks de pétrole. Et puis pour finir avec une détection de figures graphiques de la plateforme CMC Markets, j'ai choisi aujourd'hui la détection d'un biseau noté 5 sur 5 et c'est un biseau sur l'AUD-NZD en données journalières. C'est un biseau descendant, il y a donc 82% de probabilité que les cours en sortent par le haut, donc le sens inverse de la pente de la figure. Néanmoins, j'ai un petit exercice pour vous qui m'écoutez en direct ce matin. Pourriez-vous me dire quel est le défaut, techniquement parlant, graphiquement parlant, pourriez-vous me dire quel est le défaut de ce biseau ? Vous avez 30 secondes. Alors Frédéric et Tony me répondent le gap. Non, le gap n'est pas quelque chose qui dénature cette structure de biseau. On peut avoir un gap à l'intérieur d'un biseau. Georges me dit que c'est un biseau qui ressemble à un triangle. Eh bien, je vais... Ah, voilà, Tony me répond une fin de biseau et non les trois quarts. Alors, je pense que Tony donc, tient un élément de réponse. Un biseau, on doit en sortir comme d'un triangle avant les 2/3, voire les 3/4 de la figure. Or, vous aurez remarqué ici que les cours sont désormais dans l'apex du triangle ou du biseau. Qu'appelle-t-on l'apex ? Eh bien, l'apex, c'est le dernier tiers. Or, pour valider la sortie d'une figure chartiste telle un triangle ou un biseau, eh bien, généralement, il faut en sortir avant les 2/3 de la figure. Ici, nous sommes dans le dernier tiers et cela rend donc cette figure chartiste un peu moins valide que ce qu'on pourrait espérer. On va donc passer sur la plateforme CMC Markets et comme tous les matins, on va débuter avec les indices. On commence ici avec le DAX. Donc on peut voir que lorsque nous avons eu le Brexit ici le vendredi 24 juin, eh bien, les cours du DAX ont ouvert sur le bas du range dans lequel le DAX évoluait depuis 4 mois. Nous avons sauvegardé le bas du range et puis la semaine dernière, toute la semaine, les cours sont remontés progressivement de la borne basse du range vers le milieu du range. Nous avons atteint jeudi et vendredi et nous avons retesté lundi la zone des 9800 points qui correspondait au plus bas en clôture du vendredi 10 juin ainsi qu'à une zone de gap. Nous avons testé cette zone à plusieurs reprises mais les acheteurs ne sont pas passés.
Aujourd'hui, mardi 5 juillet, nous assistons à des prises de bénéfices un petit peu appuyées sur les indices en général, que ce soit en Europe, au Japon ou aux États-Unis. Eh bien, la raison, c'est que on attend un discours de Mark Carney pour avoir plus de visibilité sur l'économie britannique et la suite du Brexit. On a le pétrole qui consolide et puis on a des prises de bénéfices des opérateurs après une forte hausse. Donc voilà les différents facteurs, plus l'automobile qui est sous pression, plus les bancaires italiennes qui continuent d'inquiéter les opérateurs. Et on a donc les ingrédients pour une consolidation, voire une correction de la hausse de la semaine dernière. La semaine dernière et ce lundi, on a échoué sous des résistances. On est donc susceptible de revenir vers des supports. Le DAX est actuellement à 9590 points et sa zone de soutien, eh bien, elle est ici à 9500-9520, zone travaillée à la mi-juin ainsi qu'à la fin juin, la semaine dernière. On a buté sous cette zone, puis on a pris appui dessus à 2 reprises. Donc voilà, 9800 points en résistance, 9500-520 points en support. On n'est pas encore sur le support et donc on peut patienter pour voir ce que les opérateurs vont faire dans les prochaines heures. Hier, c'était un jour férié. Aujourd'hui, mardi, c'est le vrai retour de la plupart des opérateurs sur les marchés. On peut se laisser un peu de temps pour voir comment les échanges vont évoluer. On ne peut pas passer d'une résistance à un support en l'espace seulement de 24 heures. C'est généralement rare. Sur le CAC 40, c'est la même chose. Donc le CAC 40, un peu plus faible et sous-performant que le DAX, puisque le CAC est revenu chercher ses plus bas annuels avec le Brexit, alors que le DAX, lui, s'était maintenu dans la partie haute de fluctuation de début d'année. Donc le CAC est revenu très rapidement des 4000 aux 4300 points. Il a gagné 10% entre ses plus bas et ses plus hauts de la semaine dernière. Il est resté sous les 4300 points vendredi. Hier lundi, il a de nouveau testé cette zone de résistance. Et les vendeurs ont pris des bénéfices et ont appuyé ici sur les ventes. Ce matin, le CAC 40 accélère. Il casse la zone des 4200-4220 points. Ancienne résistance redevenue support, mais on l'a cassé ce matin. Le CAC, tout comme le DAX, pourrait avoir encore un petit peu de chemin à parcourir. Je note ici à 4150 points, la zone travaillée à la mi-juin, zone que l'on a travaillée ici aussi la semaine dernière. On l'a passé en force, puis on est venu prendre appui dessus le jeudi 30 juin. Donc à 4150 points, on a un support. Le CAC est donc a baissé de 2% et il est encore à 1% de son support clé à 4150 points. Le DAX, lui, je vous ai dit 9500 points, donc il a aussi 1% de baisse encore potentielle à faire pour aller chercher son support. On va regarder ce qu'il en est aux États-Unis en regardant l'indice directeur, le SP500. Donc le SP500 a baissé lundi dernier. Mardi et mercredi, 2 très fortes hausses, très puissantes hausses. C'était les plus fortes hausses du SP500 depuis 4 mois. Malgré tout, jeudi, il a continué de grimper. Vendredi, il a continué de grimper. Même hier, lundi, sur les futurs, le SP500 continuait de grimper alors que les US étaient fermés. Et aujourd'hui, mardi, on assiste à des prises de bénéfices. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Le SP500 n'a rien de baissier. Il est tout simplement dans une consolidation de court terme après un très fort rallye haussier. Le prochain support sur le SP500, c'est comme d'habitude, la moyenne mobile à 15 séances qui se trouve à 2075 points, donc à peu près à 15 points des cours actuels, ça fait 0,6%. Et même si le SP500 devait baisser un petit peu plus, on a un beau support tangible testé à de nombreuses reprises à la mi-juin et vendredi et jeudi dernier. Donc c'est le même système que sur le CAC 40. L'équivalent des 4150 points sur le CAC, ce sont les 2065 points sur le SP500, soit 1% par rapport au cours actuel.
Donc vous l'aurez compris, que ce soit le CAC, le DAX, le SP500, on a eu un choc baissier vendredi il y a à peu près 15 jours, on a eu une puissante hausse toute la semaine dernière et on a pratiquement effacé toutes les pertes du Brexit aux États-Unis, on les a complètement effacées en Angleterre et on en a retracé une bonne moitié sur le CAC et le DAX. Et donc voilà, on a atteint des résistances clés, on est revenu sur les plus hauts annuels sur le SP500 et les supports se trouvent entre 0,6 et 1% des cours actuels. Donc en ce début de semaine, alors qu'il y a de l'indécision, alors qu'on a de nombreux secteurs qui pèsent et alors que les investisseurs attendent d'en savoir plus concernant le Brexit, nous sommes dans une respiration de marché légitime, une consolidation, et on a encore un petit peu de marge à la baisse pour rester dans une consolidation. Par contre, si dans la suite de cette semaine, on venait à casser les supports que je vous ai énumérés, à 9500 sur le DAX, 4150 sur le CAC et 2065 points sur le SP500, alors là, il serait peut-être temps de se poser des questions sur la pérennité de la hausse et sur un éventuel retournement baissier de court terme. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, les marchés tiennent, ils ont bien tenu la semaine dernière, on prend des bénéfices en ce début de semaine et pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. On a des supports qui sont entre 0,7 et 1% des cours actuels et on verra si aujourd'hui ou demain, nous allons tenir ces supports et si nous les tenons et que nous faisons des réactions intraday intéressantes dessus, alors les acheteurs pourraient reprendre la main par la suite. Donc, on verra tout cela dans les séances à venir. On va passer maintenant au marché action. Je pense que vous avez compris en tous les cas mon raisonnement. On va passer sur le marché action et on note ce matin dans le marché action Vallourec, le pétrole, Nicox, une biotech, Eramet, les matériaux de base, Peugeot, l'automobile, Valeo et Forestia, l'automobile également, AB Science, une biotech et CGG, le pétrole. Donc vous voyez bien que point positif, on ne retrouve pas les bancaires dans les plus fortes baisses du jour. On n'a aucune bancaire qui est en baisse de plus de 2,5%. On a les sociétés pétrolières, on a les biotech et on a l'automobile. Donc ce qui baisse, ce sont les secteurs qui sont particulièrement volatiles, secteurs qui profitaient de la hausse quand les indices montaient la semaine dernière et qui consolident naturellement la hausse de la semaine dernière en ce début de semaine sous le signe des prises de bénéfices. On retrouve Vallourec qui est monté toute la semaine dernière et qui est venu toucher une belle zone de résistance ici à 3,50. Donc on consolide naturellement sous cette résistance. Si elle venait à être dépassée par la suite, ce serait un signal supplémentaire de hausse. En attendant, on reste sous pression dans cette zone de prix-là. Nicox, elle avait rallié très fortement suite au Brexit. Nicox, je vous rappelle que c'est un titre biotech, c'est une société spécialisée dans l'ophtalmologie. Et ces derniers temps, la société a plutôt eu des bonnes nouvelles. C'est la raison pour laquelle le titre a été autant recherché depuis le mois d'avril. Et vous voyez qu'à cause de l'indécision et des fortes fluctuations des marchés au mois de juin, eh bien, le titre avait baissé assez fortement, assez très nettement. Il avait perdu 30% entre son plus haut et son plus bas. Mais très rapidement, les acheteurs se sont repositionnés et ont fait redémarrer le titre. Eramet, ce sont les matériaux de base, puisque les métaux se sont fortement appréciés la semaine dernière, et bien Eramet en a pleinement profité et le titre est retourné en direction de ses plus hauts. D'ailleurs, je pense qu'on peut tracer une oblique ici qui passe par tous les plus hauts et qui passe non loin des plus hauts de vendredi. Ça montre bien voilà, que le titre était passé d'une zone de support à une zone de résistance. Je pense même que sur le titre, on va pouvoir tracer un canal baissier de consolidation à faible pente, quelque chose comme ça. Et donc voilà, on peut noter à moyen terme une tendance haussière, à court terme une fluctuation dans un canal. Tout comme Vallourec, si on arrive à casser les plus hauts de vendredi et une zone de résistance claire, on peut avoir une nouvelle appréciation, mais en attendant, à court terme, on est plutôt dans une phase de prise de bénéfices sur les matières premières et c'est ce qui explique donc cette consolidation du titre Eramet. Peugeot, donc on l'a vu, le titre Peugeot depuis le Brexit est sous pression à cause d'un marché automobile également sous pression, mais également parce que Peugeot est la société automobile
européenne la plus corrélée, la plus affectée par la baisse de l'activité en Angleterre. Et puis on retrouve Valeo qui consolide, on retrouve Forestia qui retourne vers ses plus bas du Brexit, on retrouve également CGG Veritas qui s'accroche, mais comme je vous l'ai expliqué déjà il y a quelques mois, malgré la bonne tenue des cours du pétrole autour des $50, les parapétrolières ont beaucoup de mal à se reprendre parce que pour que les parapétrolières puissent reprendre leur activité et se développer, il faudrait pour cela que le pétrole monte au-dessus des 55-60 $. Dans les hausses du jour, on retrouve Soitec, un titre spéculatif qui monte de 7% et qui semble vouloir se dégager à la hausse de sa zone de congestion actuelle. Il faudra casser la borne haute ici à 0,62 centimes pour donner un éventuel signal haussier et aller plus haut. Sinon, le titre resterait dans un range. On retrouve dans les hausses le groupe Fnac. Donc la Fnac, le titre, vous voyez, est très propre. Depuis un an, il consolide dans un range. À cause du Brexit, ici, on est venu se faire peur et on est venu tester le support des 46, 46,5 en données hebdomadaires. Et le titre a parfaitement tenu. On retrouve dans les hausses Air France. Pourquoi Air France rebondit? Eh bien, c'est parce que le titre Air France est sur un support mensuel. Regardez le titre Air France, ici c'est en données hebdomadaires sur les 4 dernières années, 2013, 2014, 2015, 2016. À chaque fois qu'on est revenu sur la zone des 5,50, 5,70, des réactions ont eu lieu. Il est donc légitime que le titre Air France tente de se reprendre sur cette zone de prix. Donc le support, on vient de le voir, et la résistance, c'est ici. Les 6 € testés le vendredi dernier, ainsi que ici, le jour du gap baissier du Brexit. Il faudra absolument que Air France arrive à casser les 6 € et ce gap à la hausse pour pouvoir redémarrer. A contrario, le titre végéterait ici entre support et résistance de court terme. Et si à moyen terme, on venait casser ce support, attention, c'est un support de 4 ans qui céderait. Et cela voudrait dire que le titre Air France pourrait baisser encore plus. On va passer sur les matières premières et comme vous pouvez le voir, dans les matières premières aujourd'hui, c'est principalement du rouge, c'est principalement des prises de bénéfices. On commence par les cours de l'argent, étant donné que les cours de l'argent sont ceux qui sont le plus montés dans les matières premières la semaine dernière, il est légitime que ce soit ceux qui consolident le plus en ce début de semaine. En effet, je vous ai expliqué donc que les cours de l'argent étaient très volatiles, pouvaient être plus volatiles que l'or. C'est ce qui explique que l'argent gagne plus de 40% alors que l'or gagne plus de 25% depuis le début de l'année. Les cours de l'argent se sont envolés la semaine dernière de 18 à 21. Ils ont gagné 15% à la hausse. Il est donc légitime que l'on consolide. D'autant plus que la semaine dernière, je vous avais dit que parce qu'on avait cassé la résistance à 18,75, la prochaine résistance se situait à 21,4 et les cours de l'argent se sont arrêtés à 21,10, 21,20, juste sous cette résistance de moyen terme. Il se pourrait donc que les cours de l'argent se mettent en place dans un range entre 18,75 support de moyen terme et 21,4 résistance de moyen terme. Et si par la suite, de nouveau, les cours de l'argent arrivent à redémarrer et casser les 21,40, ce serait un signal haussier supplémentaire, peut-être en direction des 24-25 $. En tous les cas, l'argent est très volatile. On verra comment la consolidation s'opère dans les séances à venir. Et s'il y avait un repli significatif des cours de l'argent, eh bien, on pourrait peut-être de nouveau s'y intéresser sur les supports. Concernant les pétroles, donc on assiste à des prises de bénéfices. L'offre du pétrole reste abondante. La demande se stabilise. Les stocks sont attendus donc jeudi, comme je vous le disais au début de cette émission. À court terme, ce qui pèse, c'est l'augmentation de la production aux États-Unis, c'est la reprise de la production au Nigeria et au Canada. Donc vous aurez bien compris que pendant 4 mois, on a eu un pétrole particulièrement haussier. Là, vous voyez mon alarme qui vient de s'ouvrir, c'est le PMI manufacturier en Angleterre qui vient de sortir un tout petit peu en dessous des attentes à 52,3.
Donc revenons au pétrole. Le pétrole était haussier pendant 4 mois, il est désormais neutre depuis 5-6 semaines. Vous pouvez constater que les cours sont dans un range à court terme entre 45,70 en support et 50 $ en résistance. On verra dans quel sens on sort de ce range, mais sachez une chose, à chaque fois que les cours du pétrole sont sous pression, ça fait pression sur les secteurs énergétiques et généralement ça pèse sur les indices. Donc si dans les séances qui viennent, on voit que les cours du pétrole prennent appui sur des supports et tentent de repartir à la hausse et sont soutenus par les stocks, eh bien ça pourrait soutenir les marchés dans leur ensemble et permettre aux indices d'aller plus haut. Par contre, si les cours du pétrole doivent menacer leur support ici à moyen terme, là, ça pèserait fortement sur les indices boursiers, ça pèserait sur le secteur énergétique, sur les matériaux de base, et ce serait peut-être significatif d'une correction en place sur les indices boursiers. Donc suivant le pétrole, ce sera un bon indicateur de l'appétit ou de l'aversion au risque sur les marchés. Même chose sur le Brent. Le Brent était aussi à moyen terme. Il est désormais neutre depuis plus de 2 mois. À chaque fois qu'il a failli casser son canal par le bas, il l'a réintégré très rapidement. On verra si aujourd'hui on clôture sous le bas du canal. On verra si demain on arrive à se reprendre ou si au contraire les cours chutent vers le bas de canal. En tous les cas, souvenez-vous, c'était le 8 ou le 9 juin dernier, je rédigeais une analyse sur le pétrole en expliquant qu'on était allé très haut très vite, qu'on avait gagné 90% en l'espace de 4 mois et qu'à court terme, eh bien, il y avait beaucoup moins de facteurs en soutien de la hausse du pétrole. Eh bien, tout cela, c'est ce qui se met en place depuis 1 mois. Les cours végètent depuis 1 mois et s'ils se mettaient à corriger à la baisse, eh bien, ce serait un facteur baissier pour les indices boursiers. On retrouve aussi donc, dans les baisses tous les métaux qui s'étaient fortement appréciés. On retrouve le palladium qui avait gagné 10% très rapidement et qui consolide ce jour. On retrouve le cuivre qui monte depuis 2-3 semaines et qui consolide désormais. Le platinium, même chose. Le platinium avait pris appui sur son support ici oblique à moyen terme suite au Brexit et puis il est parti vivement à la hausse et ayant presque atteint sa résistance ici à 1080, il consolide désormais. Les sucres, ils ont opéré des mouvements haussiers absolument dantesques. On a eu une hausse du sucre brut de plus de 100% en l'espace d'un peu moins d'1 an. Le sucre blanc, lui, il a pris combien? Il a pris 73%, donc c'est quand même un très beau parcours. Donc les cours des sucres consolident ce jour, mais restent ancrés dans des tendances haussières. Le café Arabica, il a fini par casser sa zone de résistance de moyen terme. Quand on se met ici en données hebdomadaires, on peut voir qu'il a cassé sa zone et puis il a continué de monter la semaine dernière. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué, je n'aime pas beaucoup les cours du café et du cacao. C'est pas très propre graphiquement. Je note également que les cours du café Arabica ici ont atteint une zone de résistance qui correspond au plus haut du premier trimestre 2015, ici au mois de mars et au mois d'avril 2015. Donc les cours du café viennent de prendre à peu près 20% en l'espace d'1 mois et demi et arrivent sous une zone de résistance d'importance. Il faudra faire attention. Les cours du café Robusta, ça doit être plus ou moins la même chose, quoique le café Robusta est un petit peu plus punchy. On peut voir que les cours du café Robusta ont pris plus de 30% donc en l'espace de ces 4 derniers mois. Le café Robusta a cassé une résistance, donc comme le café Arabica. Il est un peu plus complexe de trouver une résistance claire sur ce dernier. On a plusieurs tests du café ici, de cette zone-là, ici, ici. C'est pas très clair, hein, c'est pas très propre les cours du café. Donc plutôt que de chercher une zone de résistance, je vais plutôt qualifier la tendance actuelle de haussière, comme ceci. Et tant qu'on sera dans le canal haussier, cet haussier, point à la ligne. Si on vient à s'extraire du canal par le bas, c'est qu'une correction se met en place. Tant qu'on est dans ce canal, ça pourrait continuer de grimper. On regarde également les cours de l'or. Donc les cours de l'or,
J'avais une oblique sur mon graphique, elle a disparu, je vais vous la remettre. Donc j'avais tracé une oblique sur les cours de l'or qui passaient par les plus hauts de mars et de début mai et par les clôtures ici de la fin juin. On avait vu ensemble que malgré le Brexit, eh bien, les cours de l'or restaient bloqués sous les 1325-1330 $ et qu'il fallait casser cette zone de prix. Vendredi, les cours ont cassé et donc les 1330 sont passés de résistance à support. Lundi, encore une hausse de l'or qui est venue tester ses plus hauts annuels et qui consolide ce jour. Donc sur l'or, c'est très simple, les 1330 anciennement résistance font support. Et les plus hauts annuels, ici à 1359, donc 1359, 1360, font résistance. S'il y a de l'aversion au risque dans les séances qui viennent, si les taux obligataires continuent de chuter et qu'il y a de la volatilité, on pourrait voir les cours de l'or continuer d'être recherchés. Si l'or casse les 1360, la prochaine barrière technique et donc un objectif théorique, c'est la zone des 1400-1410 $. Si au contraire on a de l'appétit pour le risque et qu'on repart à la hausse, on pourrait voir l'or consolider. Mais rien n'est moins certain car la semaine dernière, les indices sont montés et l'or est monté quand même. Donc c'est constatons à quel point l'or est recherché que les marchés montent ou baissent. Donc partons du principe que l'or est aussi à moyen terme, aussi à court terme et que tant qu'on est au-dessus des supports, la hausse pourrait perdurer. Et puis pour finir avec les matières premières, le maïs retrouve le bas de son range hebdomadaire. On en avait parlé la semaine dernière, on avait dit que le support se trouvait à 346 cents. On n'y est pas encore, mais on y arrive. Et puis le blé a également baissé et approche très rapidement de son support pluriannuel à 410 cents par boisseau. C'est un support testé en 2003, 2004, 2006, 2007, on s'en est approché en 2008, 2009 et on revient dessus en 2016. Si les cours y réagissaient dans les semaines à venir, eh bien on s'y intéresserait de près. Et puis concernant le jus d'orange, on continue de monter dans le sens d'une tendance haussière. Et concernant les cours du riz, le riz avait cassé son support la semaine dernière et il continuait de chuter par la suite. Quant au gaz naturel, pour terminer, le gaz naturel s'accroche tant bien que mal à son support haussier ici. Il reste ancré dans son canal haussier. Donc pour l'instant, pas de signal baissier sur les cours du gaz. Et puis pour finir, rapidement, car il y a eu peu de volatilité ces derniers temps sur les devises, l'AUD tente de casser son range par le haut. Il a cassé les 0,75 hier et a pris appui dessus ce matin. Donc tant que les cours de l'AUD sont au-dessus de 0,75, la tendance est haussière et on pourrait aller plus haut. Si on réintègre les 0,75, ce serait un signal de neutralisation de la hausse et de stabilisation. On suit également les cours de l'euro-dollar qui restent accrochés à la borne basse du canal dans lequel les cours ont évolué pendant des mois. On va avoir un discours de Mario Draghi demain, me semble-t-il. On a une zone de résistance très claire ici, la zone des 1,12, 1,12,20 qui fait résistance. C'est l'ancienne borne basse du canal et la moyenne mobile à 30 séances. Dans les séances qui viennent, soit il y a des statistiques négatives en Europe ou un Mario Draghi très complaisant et on verrait l'euro-dollar repartir à la baisse, soit... Et c'est un scénario qu'il ne faut pas négliger d'après moi, eh bien Mario Draghi n'arrive pas à faire pression sur l'euro-dollar, on casse les 1,12, 1,12,20 et on réintègre le canal haussier précédent. Vous voyez bien que le Brexit a engendré une forte chute d'un coup de la paire euro-dollar, mais depuis les acheteurs sont bel et bien présents. Je ne serais absolument pas étonné de voir les cours de l'euro repartir à la hausse dans le sens de la dynamique en place depuis plus de 6 mois. Et puis la livre est toujours sous pression, elle est en baisse ce jour et elle accélère sous les 1,32.
La livre pâtit ce matin de l'indice PMI manufacturier inférieur aux attentes qu'on a vu être publié il y a quelques instants. Et la livre attend le discours de Marc Carnet à midi, discours qui devrait engendrer appétit ou aversion au risque sur les indices et qui devrait engendrer soit une réaction baissière, soit une réaction haussière sur la livre, dépendamment du discours du banquier central au sujet de la politique monétaire à venir en Angleterre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Frédéric me demandait s'il y avait une formation en ETEI sur le SP500. Je ne la trouve pas particulièrement propre, même si ça peut être une idée. Donc on aurait une épaule, la tête et une deuxième épaule en cours de formation. Vous voyez que ça colle parfaitement avec un éventuel retour des prix sur le support avant un éventuel retour des acheteurs. Donc, je garde en tête votre scénario et l'esprit de cette figure. En tous les cas, que vous anticipiez une ETE ou plus de hausse, un retour vers les supports est complètement possible. Mich me dit, est-ce intéressant de regarder les ETF via notamment les produits Lyxor? Tout dépend. Si vous souhaitez trader par exemple des indices asiatiques ou des paniers de valeurs, il peut être intéressant par moment d'utiliser les deux ETF. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo qui s'appelait Outils de trading et indicateurs avancés. Alan me dit, est-ce qu'il y a un graphique sur la plateforme CMC or contre argent? Vous pouvez le faire vous-même, Alan. Quand vous êtes sur le graphique de l'argent, vous attrapez dans votre liste l'or et vous glissez l'or sur le graphique et ça va vous mettre les cours de l'or superposés aux cours de l'argent. C'est comme ça qu'on peut voir que depuis le début de l'année, l'or monte, l'argent pareil. Et c'est là qu'on voit que depuis une semaine, il y a une très grosse disparité avec l'or qui monte un petit peu et l'argent qui a littéralement explosé à la hausse. Si vous ne savez pas vous servir de ce genre d'outils, n'hésitez pas à contacter le service commercial de CMC Markets. Tony nous dit, bonjour, le mariage de Deutsche Börse avec le LSE ne risque-t-il pas d'assécher les volumes sur la place de Paris? Si Tony, c'est très possible, la place de Paris perdait déjà de son éclat ces dernières années et ce serait encore pire avec une fusion entre Deutsche Börse et le LSE. Il faudrait voir si le Brexit ne va pas changer un peu la donne à ce sujet. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le point. Je vais vous laisser pour ce jour. Je vais vous souhaiter un très bon appétit, une bonne séance de trading. Je vais pour ma part faire le tour de très nombreux graphiques, ajuster mes supports, résistances, mes tendances et publier toutes les dernières nouvelles et tous les graphiques sur Twitter. Je vais vous souhaiter une très bonne séance, une bonne journée et je vous retrouve tous demain, 10h tapante pour la matinale.